Bonjour, dans cette vidéo nous avons repris l'enregistrement de notre webinaire du 24 mars sur la TVA et l'immobilier. Lors de ce webinaire nous avons traité de beaucoup de sujets différents et donc pour vous faciliter la lecture nous avons scindé l'enregistrement en différents chapitres. Vous pourrez trouver ces chapitres dans la description de la vidéo sur YouTube et en cliquant sur un chapitre ou un sujet, vous pourrez y accéder directement. Et voilà, bonjour à tous, je vous remercie d'être présent aujourd'hui pour cette petite présentation sur la TVA et l'immobilier. Il est 9h01, on va commencer, il y a encore sans doute certaines personnes qui vont se joindre. Quelques modalités, donc si vous souhaitez poser des questions, on vous invite en fait à les poser via le chat et on essayera d'y répondre durant la présentation. Si pas possible, on essayera d'y répondre par la suite. Voilà. Alors, qui va présenter aujourd'hui? Moi-même, donc je suis Lionel Wilmans, je travaille dans le département TVA et Real Estate chez PwC. Et ma collègue. Oui, donc voilà, je suis Graziella Marcucci, je travaille également dans le département TVA et je me suis spécialisée depuis le début de ma pratique en immobilier. Alors, quels sont les sujets qu'on va aborder aujourd'hui? Bon, la TVA immobilière, c'est évidemment une matière assez vaste et compliquée. L'idée ici, c'est de revenir un petit peu sur la location avec option pour la TVA, puisque ça fait 2 ans que le régime est en vigueur. Et ce qu'on va essayer de voir, c'est d'abord rapidement revenir sur les conditions d'application et voir ensuite quels sont les, les- les petits points compliqués qu'on peut avoir, notamment en ce qui concerne la rénovation de bâtiments, pour voir si on va avoir un bâtiment qui devient neuf suite à une rénovation, et ensuite les modalités de déduction de la TVA et de révision de la TVA au cours du temps. Ensuite, on verra quelques autres sujets, un point rapide sur les fonds d'investissement immobilier spécialisés, sur un sujet qu'on n'aborde pas souvent, c'est les aspects de TVA qui sont liés à ces fonds. Ensuite, on reviendra sur la nouvelle législation qui permet d'appliquer le taux de 6% sur les projets de démolition suivis de la reconstruction de bâtiments d'habitation. Mais là, on se concentrera sur les aspects qui sont liés aux promotions immobilières. Et ensuite, on verra si le temps le permet, 2 arrêts intéressants de la Cour de justice qui ont un impact sur la pratique en Belgique. Alors, pour revenir un peu dans le passé, 2018, il n'y a pas en Belgique de possibilité d'opter pour l'application de la TVA sur les locations immobilières et on a des conditions qui sont relativement strictes pour ce qui est de la location d'entrepôts avec application de la TVA. Donc la Belgique se trouve en fait un petit peu isolée au niveau européen puisque c'est un des seuls pays qui n'a pas ce type d'option. Et donc, on se retrouve dans une situation qui ne favorise pas vraiment les investissements tant belges qu'étrangers dans l'immobilier commercial en Belgique. Ça crée aussi un frein au développement du e-commerce, qui était déjà en plein essor à ce moment-là. Et d'autre part, là, je suis bien placé pour le savoir, il y a une complexité importante en matière de TVA immobilière qui mène en fait à créer des structurations fiscales relativement complexe justement pour essayer de récupérer la TVA. Suite à ça, donc le gouvernement a mis en place une nouvelle législation qui a 3 volets en fait. D'une part, la location optionnelle avec TVA sur laquelle on va revenir plus en détail. D'autre part, une simplification des règles pour soumettre la location d'entrepôt à la TVA. Et ici, donc, cette règle, c'est simplement à partir du moment où j'ai plus de 50%
de mon espace qui est destiné à de l'entreposage avec maximum 10% qui est accessible aux clients, je vais pouvoir louer le bâtiment avec TVA et ici sans condition par rapport à la date de construction du bâtiment. Donc, c'est-à-dire que cette nouvelle mesure est d'application tant pour des vieux entrepôts qui parfois ne rencontraient pas les règles précédentes puisqu'on devait avoir 90% de surface destinée à l'entreposage, que pour les nouveaux entrepôts. Donc ici, une règle assez intéressante. Un point d'attention important, c'est que si on a, suite à cette nouvelle législation, si on a un entrepôt qu'on souhaite louer avec TVA, on doit opter quand on se trouve dans une relation B2B, donc avec un locataire qui est un assujetti, ce qui est très souvent le cas dans les locations d'entrepôt. Donc très important ici de noter qu'il faut opter pour l'application, sinon la location reste exemptée. Troisième volet de la mesure, c'est une mesure qui concerne des cas assez particuliers, tout ce qui est location de biens immeubles, et ici tant les terrains que les bâtiments, inférieurs à 6 mois. Et donc là, ça vise quoi en fait? Ça vise en fait à simplifier tout ce qui est les mises à disposition temporaires d'immeubles sur lesquels on se posait pas mal de questions. Je prends l'exemple ici, j'ai un pop-up store qu'on va louer pour 4 mois, ce sera soumis à TVA aussi sans condition par rapport à la date de construction de l'immeuble. Donc ça vaut pour les anciens bâtiments ou les nouveaux bâtiments. Est-ce que c'est vraiment une simplification? Oui, dans certains cas, mais pas toujours, parce qu'en fait, suite à un compromis politique, on a mis pas mal d'exceptions par rapport à cette règle. Et donc, lorsque je vais louer un espace pour moins de 6 mois soit à un particulier, soit à une ASBL ou à une entité qui est exemptée de TVA pour des raisons sociales, il n'y aura pas d'application de la TVA. Donc, je peux me trouver dans une situation où le matin, je vais louer une salle à une société avec TVA et l'après-midi, je vais louer cette même salle à une ASBL sans TVA. Et voilà. Donc, ça reste un petit peu compliqué, mais ça reste une mesure intéressante dans pas mal de cas. Donc, finalement, une très bonne loi, des avancées très intéressantes. Évidemment, la location optionnelle avec TVA entraîne à certains moments des opportunités, mais aussi un certain niveau de complexité. C'est ça qu'on va voir. Quelles sont les conditions d'application? D'abord, j'ai une condition d'application par rapport au bâtiment. Il faut qu'il s'agisse de s'agir d'un bâtiment, donc pas un terrain nu, ou une partie de bâtiment. Donc, ça peut être, par exemple, un étage d'un bâtiment de bureau ou un plateau, donc une partie autonome d'un bâtiment. Condition très importante, c'est la construction après septembre 2018. On va voir ça un petit peu plus en détail. Ensuite, j'ai des conditions importantes par rapport au locataire. Il faut que le locataire soit un assujetti à la TVA et qu'il utilise le bâtiment pour une activité assujettie. Ensuite, j'ai des formalités. Il faut une option conjointe, c'est-à-dire que tant le bailleur que le locataire doivent être d'accord pour appliquer la TVA et le mentionner dans le contrat. Et ensuite, j'ai quelques mentions spécifiques à reprendre dans le contrat. Au niveau des formalités, finalement, ça reste relativement simple par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres pays. Alors, regardons maintenant la première condition, qui est construction après le 30 septembre 2018. Pourquoi est-ce qu'on a mis cette condition en place? Pour des raisons budgétaires, simplement, parce que si on avait permis à tous les bâtiments existants d'être loués avec TVA, tous les propriétaires auraient pu opérer une révision de la TVA et donc récupérer une TVA qui n'avait pas été déduite dans le passé, ce qui aurait eu un impact budgétaire important. Donc cette condition a posé pas mal de questions, de soucis en 2018, parce qu'évidemment, il y a eu certains perdants, c'est-à-dire certaines sociétés qui avaient commencé des constructions au mois de juin 2018, et donc leurs bâtiments ne rentraient plus dans le schéma et n'avaient plus la possibilité d'opter pour l'application de la TVA. Et donc, il y a eu pas mal de précisions sur quels sont les coûts qui pouvaient être supportés avant le 30 septembre 2018, comme des coûts d'architecte, les études, etc. Voilà.
Cette question, aujourd'hui, elle devient moins pertinente, évidemment, puisqu'on est en 2021. Et donc, lorsqu'on commence un projet aujourd'hui, ben, c'est relativement clair qu'on a dépassé cette date de cut-off. Ça reste un point important. Par exemple, si vous achetez une société qui détient un immeuble dont la construction a commencé autour de septembre 2018. Parce que là, effectivement, il faut être certain que les dates de facture correspondent et qu'on se trouve dans la bonne configuration justement pour pouvoir démontrer et prouver le cas échéant à l'administration qu'il n'y a pas eu de TVA due sur la construction avant le 1er octobre 2018. Mais donc une condition qui est évidemment moins relevante aujourd'hui puisque on est en 2021. Une réflexion importante par rapport à cette condition, c'est que premièrement, il ne faut pas confondre un bâtiment construit après 2018 avec la notion de bâtiment neuf. Un bâtiment neuf, c'est un bâtiment qui vient d'être construit, qui est occupé pour la première fois et qui reste neuf jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit sa première occupation. Et ça, cette notion de bâtiment neuf, elle est pertinente pour les ventes de bâtiments avec TVA. Donc, si je rentre dans cette définition, je vais pouvoir vendre un bâtiment avec application de la TVA. Les bâtiments construits après septembre 2018, forcément, vont être des bâtiments neufs pendant une certaine période, mais ils vont pouvoir être loués avec TVA pendant toute leur vie, sans délai spécifique. Deuxième réflexion à se faire, le parc immobilier de bureaux existant aujourd'hui en Belgique, il est principalement constitué de bâtiments qui ne peuvent pas être loués avec application de la TVA. C'est tout l'existant. Et à côté de ça, on a un certain nombre de bâtiments qui ont été construits après septembre 2018 qui peuvent être loués avec TVA. Donc, et tout ça va évoluer lentement, étant donné que pour passer d'une situation à l'autre, il faut soit une démolition-reconstruction, soit une rénovation assez lourde. Ça, on le verra plus tard. Réflexion qu'on peut se faire sur un plan financier, c'est que les bâtiments qui qualifient pour l'option à la TVA ont un certain avantage. Étant donné que je vais pouvoir, si par exemple j'ai des rénovations à faire, des frais de maintenance qui ne sont pas refacturés aux locataires, etc., je vais pouvoir récupérer ma TVA si mon bâtiment est loué avec TVA. Ce qui n'est pas possible pour les autres bâtiments. Et donc j'ai en fait une sorte d'avantage concurrentiel sur le plan financier pour les bâtiments qui peuvent qualifier pour l'option avec TVA. On peut dire que c'est un défaut de la législation qui est forcément été dû à une mesure budgétaire. Peut-être qu'un jour, le gouvernement nous dira, à partir d'aujourd'hui, on pourrait louer tous les bâtiments avec application de la TVA, ce serait plus simple. Alors maintenant, regardons la condition par rapport au locataire. Donc je vous ai dit, le locataire doit être un assujetti qui utilise le bâtiment pour une activité assujettie. Donc typiquement, qu'est-ce qu'on va viser? On va viser les bâtiments de bureaux qui sont loués à des sociétés de services, des sociétés industrielles, etc. On va viser tout ce qui est commerce, on va viser l'ORECA, etc. L'industrie, des bâtiments industriels, je vais pouvoir louer une usine si elle qualifie, donc si elle est construite après septembre 2018, je peux la louer avec TVA. Même chose, un nouvel hôtel, je vais pouvoir le louer avec TVA et ça peut être utile, par exemple, dans des structures où je vais séparer les murs, donc le bâtiment, de l'exploitation hôtelière elle-même et je peux mettre en place un contrat entre les deux opérateurs qui est soumis à TVA et qui me permet alors de récupérer la TVA chez le propriétaire des murs. Alors, les non-assujettis, donc il y a tous les particuliers qui utilisent de l'immobilier comme habitation, donc là l'option n'est pas possible. Ensuite, j'ai tout le secteur public qui va utiliser les bâtiments pour des activités non assujetties. Là aussi, la location avec TVA n'est pas
possible. Et notamment à Bruxelles, où c'est un locataire important, l'Union européenne ne peut pas non plus bénéficier d'une location avec TVA parce que c'est une autorité publique. Donc on verra qu'avec l'Union européenne, il reste toujours intéressant de travailler avec des droits réels soumis à TVA. Alors à côté des assujettis qui peuvent entièrement récupérer la TVA comme ceci, des non-assujettis, j'ai une autre catégorie de personnes qui sont les assujettis avec un droit à déduction limitée de la TVA parce qu'ils ont des activités exemptées de la TVA. Et là, on pense par exemple à tout le secteur hospitalier, le secteur des maisons de repos, le secteur des centres sportifs, culturels, etc., qui sont exploités par des ASBL, et tout le secteur de la banque et de l'assurance, qui sont très largement exemptés de TVA. Donc ici, je peux opter pour l'application de la TVA, mais la question c'est, est-ce que c'est vraiment intéressant? Parce que je risque finalement de charger, de facturer plus de TVA qui sera un coût pour mon locataire que de TVA que je n'ai pu déduire sur mes coûts de construction, étant donné qu'il y a une marge qui est prise, qu'il y a la composante terrain qui est prise en location dans le bail, etc. Et donc ici, il faut faire un calcul d'opportunité pour voir dans ces situations s'il y a un intérêt à louer ou pas avec application de la TVA. En pratique, là, j'ai déjà vu pas mal de dossiers dans lesquels il a été décidé de ne pas louer avec TVA sur des bâtiments qui qualifiaient pour un locataire qui était une compagnie d'assurance ou lié au secteur hospitalier, par exemple. Donc voilà, très important de voir la qualité de l'assujetti. Et ce qu'on voit, c'est effectivement que principalement, cette location avec TVA va être destinée aux bâtiments de bureaux et à tout ce qui est retail. Alors un point rapide sur la problématique des révisions TVA. On reviendra dessus plus tard, plus en détail, mais il est important de comprendre comment ça va fonctionner. Je prends un exemple ici, je construis un bâtiment de bureau en 2021, j'ai des coûts d'1 million, j'ai une TVA de 210 000 euros et je déduis ma TVA directement de 210 000 parce que j'ai un bail avec option pour la TVA. Important de noter, déduction totale et immédiate de la TVA à partir du moment où je peux prouver que soit j'ai un bail signé, soit j'ai l'intention de louer avec TVA. Ici, je signe un bail pour 9 ans. Voilà. Ma période de révision de la TVA, elle commence en 2022. Première occupation du bâtiment par le locataire. 2031, changement de locataire, je signe un bail exempté de TVA. Je vais devoir opérer ce qu'on appelle une révision de la TVA déduite en 2021 et je vais partir sur une durée de 25 ans. Graziella vous l'expliquera tout à l'heure, les durées de révision sont de 15 ans normalement sur les constructions d'immeubles, mais on a décidé de passer à 25 ans pour tous les bâtiments qui étaient loués avec application de l'option pour la TVA. Pourquoi? Pour étaler l'impact budgétaire. Et donc, je vais devoir rembourser ici 16 25e, 134 000 euros. Donc, ce qu'on voit, c'est que chaque année où le bâtiment est utilisé pour une opération, pour une location avec TVA, je vais gagner 4% de ma TVA. Donc en fait, j'amortis lentement dans le temps ma déduction de la TVA et au cours de la vie de mon bâtiment, je vais probablement devoir opérer des révisions, soit négatives ici, je dois rembourser ceci à l'État, soit parfois positives si je trouve plus tard un nouveau locataire à qui je peux louer avec application de la TVA. Donc il y a cette durée ici qu'il faudra vraiment prendre en compte et l'impact financier de cette durée est très importante. Faisons une petite comparaison maintenant avec les structures de mise à disposition existantes.
Donc ça, c'est un petit peu la boîte à outils du fiscaliste en TVA qui se dit, tiens, comment est-ce que je vais pouvoir récupérer la TVA sur un bâtiment qui doit être mis à disposition. Location exemptée, ça ne fonctionne pas puisque je suis en exemption de TVA et donc je n'ai pas de déduction de TVA. Location avec option pour la TVA, ici déduction possible, et donc le point important évidemment c'est je dois avoir un bâtiment construit après le 30 septembre 2018 et mon locataire doit avoir une activité assujettie. Leasing TVA, je dois avoir un bâtiment neuf, j'ai une notion de reconstitution du capital investi, j'ai encore quelques autres conditions, ça me permet une déduction et j'ai une période de révision de 15 ans. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Dans certaines situations, le leasing TVA va rester une option tout à fait valable et intéressante pour mettre un bâtiment à disposition, notamment dans des structures de financement ou des structures intragroupes. Pourquoi? Parce que je pars sur une période de révision qui est inférieure et ça peut être intéressant si en fonction de ce que je vais faire après cette période de 15 ans, si je dois vendre par exemple, etc. Droit réel, là aussi on est sur une structure juridique qui peut être plus complexe puisque j'ai un transfert, un démembrement de propriété. Je dois avoir un bâtiment neuf, je dois avoir une certaine forme de reconstitution du capital investi et j'ai une période de révision qui reste de 15 ans, mais attention, la charge de la révision va chez le preneur du droit réel, pas chez le nu propriétaire. Donc une modification importante. Typiquement, droit réel, certainement, reste très intéressant, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec notamment les institutions européennes. Mais il y a d'autres cas qui peuvent se présenter où le leasing TVA ou un droit réel peut être intéressant. Business Center, c'est quelque chose qu'on a vu pas mal se développer. Quel est l'intérêt ici? C'est que j'ai pas besoin d'avoir un bâtiment neuf. Je peux faire une rénovation d'un bâtiment sans que le bâtiment devienne neuf suite à cette rénovation et le transformer en centre de service, c'est-à-dire fournir un certain nombre de services aux utilisateurs. Ça me permettrait une déduction. Donc aussi ici, un schéma qui reste intéressant. Centres commerciaux, retail park, là on est dans des types d'immeubles, des types de biens très particuliers sur lesquels on va avoir aujourd'hui, sur les anciens retail parks et centres commerciaux, une déduction de 50% et un peu plus sur les retail parks et en général autour de 80% sur les centres commerciaux. Est-ce qu'il est intéressant de passer vers la location avec TVA? Oui, certainement pour les nouveaux centres commerciaux et retail park, ça va devenir le standard et on va passer à une déduction qui sera de 100% avec peut-être quelques petites exceptions, mais on peut partir sur une déduction à 100% et avec des schémas de location beaucoup plus simples en matière aussi de récupération de TVA. Voyons maintenant un petit exemple. Je développe un bâtiment de bureau et mon agent immobilier m'indique quelles sont les opportunités et les discussions qui sont en cours avec les locataires. Donc, j'ai la Commission européenne, une ASBL, une banque, société de conseil, une société qui exploite un centre, un business center, un commerce, et en dessous, j'ai des parkings qui peuvent être loués par un opérateur de parking, avec des durées aussi variables souhaitées par les utilisateurs. Là, il faudra regarder en fait étage par étage ce que je peux faire. Avec la Commission européenne, qui souhaite un bail de longue durée, je peux faire une location classique. Pas de souci, mais pas de déduction de la TVA sur ma construction. Location avec TVA, pas possible. Commission européenne est un non assujetti. Droit réel, ça peut être la meilleure option parce que ça permet une déduction de la TVA dans le chef du propriétaire et la Commission européenne
bénéficie d'une exemption. Donc, en fait, on est vraiment ici dans le meilleur des mondes si la structure de droit réel convient d'un point de vue opérationnel. Quatrième étage, j'ai une ASBL qui souhaite un bail de relativement courte durée. Je peux faire une location avec sans TVA, location exemptée, mais pas de déduction donc sur ma construction. Je peux faire une location avec TVA, mais la question qui va se poser, c'est déduction de la TVA pour cette ASBL. Est-ce que c'est intéressant pour elle ou pas? Est-ce que ça ne va pas finalement coûter plus cher globalement de facturer de la TVA à cette ASBL? Donc là, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut faire un calcul. Sur ce type de contrat relativement court, pas d'intérêt d'aller vers un droit réel, c'est trop compliqué. Banque, même schéma que pour la SBL, hein, je dois faire un calcul d'opportunité pour voir si c'est intéressant de travailler avec un bail avec option pour la TVA. En général, ce ne sera pas souvent le cas. Société de conseil qui peut récupérer la TVA, location classique, je peux le faire, mais clairement, ma meilleure option ici, c'est une location avec TVA. Centre de service, attention, ici, c'est pas moi qui exploite le centre de service, je vais mettre le premier étage à disposition de l'exploitant. Donc, je peux aller vers une location classique, mais pas de déduction, donc pas intéressant. Et donc, la meilleure option, c'est la location avec TVA. Mon opérateur ici va exploiter un centre de service et pourra récupérer la TVA. Commerce, retail au rez-de-chaussée, je peux aller toujours vers une location classique, mais ma meilleure option, c'est location avec TVA. Ensuite, j'ai un opérateur de parking. Je peux aller vers une location avec TVA, donc je pourrais opter, mais c'est pas nécessaire parce qu'en fait, la mise à disposition de parking est une exception et est d'office soumise à la TVA. Donc j'ai intérêt à rester ici sur un schéma simple de location avec TVA, sans option, ce qui me permettra aussi de rester sur une période de révision de 15 ans, ce qui peut être intéressant en fonction du futur du bâtiment. Donc voilà, là on voit un petit peu les différents schémas qui peuvent se présenter. Évidemment, c'est pas tous les jours qu'on va avoir un bâtiment avec autant de types d'opérateurs différents, mais dans les villes, centres urbains, ça peut tout à fait se présenter. Autre situation, une société immobilière d'un groupe construit un nouveau bâtiment pour le mettre à la disposition des sociétés opérationnelles. J'ai différents choix. Location avec TVA, business center, droit réel, leasing TVA. Et ici, je peux aussi envisager une unité TVA puisque je suis dans un groupe de sociétés. Quel est le meilleur choix à faire? Difficile à dire. En fait, on doit analyser toutes sortes d'éléments. La durée, quels sont les utilisateurs, est-ce qu'on veut aller vers, est-ce qu'on veut mettre le bâtiment sur le bilan de cette société-ci ou de celle-ci, quel va être l'exit, est-ce qu'on va vendre à un certain moment, est-ce qu'on va prévoir un sales and leaseback avec un tiers. Donc il y a toutes sortes d'éléments à prendre en compte et en fonction de ça, je vais pouvoir déterminer quel est mon choix idéal, avec aujourd'hui évidemment la possibilité de travailler sur une location avec TVA. Si je fais une petite comparaison, si j'utilise une unité TVA, l'intérêt évidemment c'est que ma période de révision restera sur 15 ans, étant donné que je ne dois pas travailler avec une location avec option pour la TVA. Donc c'est souvent aussi cette durée de révision qui va être un choix en fonction de quand est-ce qu'on anticipe de sortir le bâtiment, de le vendre éventuellement. Voilà, Graziella, je vais te passer la parole pour parler un petit peu des rénovations. Tout d'abord, je vois qu'il y a plusieurs questions qui sont posées sur le chat concernant notamment la question de savoir quel est le régime applicable si on a un bâtiment avec plusieurs locataires et que certains bénéficient de la TVA sur le bail et d'autres non. Et je pense qu'on répondra à cette question dans la suite de la présentation, si ce n'est toujours pas clair. On va voir ça beaucoup plus en détail par la suite et expliquer comment déduire la TVA dans ce cas-là. Tout à fait. Donc, les aspects TVA de la rénovation.
Donc, en réalité, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une évolution de la pratique immobilière et on constate une multiplication des projets de rénovation. Cette multiplication des projets de rénovation est due à la combinaison de deux facteurs. Tout d'abord, le fait qu'il y ait peu de terrains à bâtir qui soient disponibles dans les grandes zones urbaines telles que Bruxelles. Et le deuxième facteur, c'est qu'il y a certaines difficultés et une certaine lourdeur administrative qui entourent l'obtention de permis de bâtir. Donc, on a de plus en plus de projets de rénovation et des projets de rénovation assez importants en termes de budget et de travaux qui sont réalisés. Donc, la charge TVA qui est à prendre en compte lors de l'élaboration de ces projets est assez importante. Donc, et surtout depuis l'entrée en vigueur de la législation permettant d'appliquer la TVA sur la location immobilière, on constate que la notion de bâtiment neuf après rénovation devient de plus en plus essentielle et un élément clé dans les projets de rénovation. Donc, pour savoir si un bâtiment devient neuf après sa rénovation, l'administration nous donne deux critères qui sont en réalité des critères qui viennent, enfin, l'un des critères est l'un des critères principaux et l'autre est un critère subsidiaire. Donc, le premier critère, c'est la question de savoir si les travaux de rénovation sont d'une telle importance qu'ils ont entraîné une modification du bâtiment dans ses éléments essentiels. Donc ici, ce qu'on va regarder, est-ce qu'on a touché à la structure du bâtiment? Est-ce qu'on a touché au mur porteur du bâtiment, à la configuration même du bâtiment? Si c'est le cas, eh bien, alors on va se retrouver face à un bâtiment qui peut être considéré comme neuf après rénovation pour les besoins de la TVA. Par contre, si sur base de ce premier critère, un doute subsiste, alors dans ce cas-là, il faudra se référer au second critère qui nous est donné par l'administration, qui est donc un critère subsidiaire et qui est le test des 60%. Ce test consiste en fait à comparer la valeur des travaux hors TVA, soft cost exclus, mais travaux d'aménagement spécifiques qui seraient réalisés pour le locataire inclus. Et l'on compare cette valeur des travaux à la valeur du bâtiment, terrain exclus, et donc valeur du bâtiment après rénovation. Et donc, le test, c'est de voir si la valeur des travaux représente au moins 60% de la valeur du bâtiment après rénovation, terrain exclus. Pardon, je vois que le son est très faible. Est-ce que vous m'entendez un peu mieux si je fais cela comme ça? Si quelqu'un peut C'est me un peu dire. mieux, Graziella, oui. Ok, super. Je vais rester donc comme ceci. Voilà. Super. Donc voilà, pour les deux critères. Donc, Lionel, tu peux passer au slide suivant. Merci. Donc, comme on peut voir, ces deux critères donc, ne sont pas évidents à mettre en œuvre et l'administration est venue ajouter un niveau de complexité à tout cela, puisque dans ses commentaires récents, elle nous a dit que ces critères devaient s'appliquer et devaient s'apprécier par unité autonome. Donc, qu'est-ce qu'une unité autonome selon l'administration? C'est une unité d'habitation qui est complète par elle-même et qui fonctionne de façon totalement indépendante et qui peut donc être louée ou cédée séparément. Donc, pour voilà, être très clair, c'est en réalité, par exemple, un plateau dans un immeuble qui serait loué à une société en particulier. Donc, cette nouvelle approche de l'administration, on l'a dit, a été publiée en fait très récemment dans les commentaires TVA et elle découle de l'introduction de la législation permettant d'appliquer la TVA sur la location dont Lionel a parlé précédemment, puisque cette législation s'applique par unité locative. Alors, cette approche d'application des critères de nouveauté après rénovation par unité autonome a déjà été prise en compte par l'administration centrale
dans certaines décisions, mais nous n'avons en tout cas pas encore connaissance de décisions de la commission de ruling ou de décisions de contrôle locaux qui feraient application de ce critère d'unité autonome, mais il est certain que c'est un critère à prendre en compte pour les projets de rénovation en cours et les projets de rénovation à venir, puisque ces commentaires ont été publiés par l'administration. Oui, Graziella, peut-être juste un mot. Donc, dans le passé, je dirais qu'on regardait clairement si on avait des changements structurels à certains endroits du bâtiment. Maintenant, le point serait de dire il faut que on voit des changements structurels un peu partout dans le bâtiment. Et donc ça, voilà, comme tu le disais, ça ajoute un niveau de complexité complémentaire dans ce type de dossier. Tout à fait. Donc en fait, effectivement, comme tu disais, Lionel, l'application de ce nouveau critère, en fait, va pouvoir mener à des situations parfois un peu bizarres où on se retrouverait éventuellement avec un bâtiment qui pourrait être considéré comme neuf, mais seulement en partie. Alors c'est à double tranchant puisque ben, ça peut être en faveur de l'assujetti qui rénove, puisque par exemple, s'il a uniquement rénové une partie spécifique du bâtiment pour un locataire spécifique, eh bien, il pourra éventuellement profiter de l'application de la TVA sur la location de cette partie du bâtiment, puisqu'elle pourra peut-être être considérée comme neuve après rénovation. A contrario, on pourrait également avoir un assujetti qui procéderait à une rénovation assez lourde d'un bâtiment, à l'exception de quelques parties de ce bâtiment, et où on aurait un bâtiment qui ne pourrait être considéré comme neuf que pour les parties qui ont effectivement été rénovées. Donc, pour revenir sur mes critères de nouveauté, quelques éléments supplémentaires. Donc, concernant le critère de changement structurel. Donc ici, un élément à noter, c'est que le fait que la destination du bâtiment soit modifiée après sa rénovation est un élément important qui peut venir appuyer voilà, une argumentation visant à démontrer la nouveauté du bâtiment après rénovation, mais ce n'est pas un élément déterminant. En effet, on a par exemple vu des décisions de l'administration ou des bâtiments de bureaux qui avaient été transformés après leur rénovation en bâtiments résidentiels n'avaient pas pu être considérés comme neufs pour les besoins de la TVA après rénovation, malgré le changement de destination. Et à contrario, on a vu pas mal de décisions de l'administration où on a des bâtiments de bureaux qui, après rénovation, restent des bâtiments de bureaux et qui pourtant ont pu qualifier comme neufs pour les besoins de la TVA. Donc voilà, cet élément de changement de destination est un élément important, mais pas déterminant. Alors, allons voir un peu plus en détail le deuxième critère de nouveauté, qui est le test des 60%. Donc, voilà, à nouveau, pour rappel, on va comparer deux variables, qui est donc le coût de la rénovation et la valeur du bâtiment après rénovation. Alors, la première de ces variables, qui est donc le coût des rénovations, ça ne pose en général pas trop de problèmes, puisque pour le coût des rénovations, eh bien, on a des budgets qui sont établis, on a éventuellement déjà des factures qui sont reçues. Enfin, on a généralement une bonne idée du coût des travaux et du budget qui sera alloué au coût des travaux. La seule variable qui peut poser peut-être un peu plus de doute, c'est le coût des phytotes éventuellement, puisque c'est souvent un montant qu'on connaît seulement au moment de la signature d'un contrat de location. Mais voilà, ça reste toujours un montant moins important que le coût de la rénovation en tant que tel. Par contre, là où plus de doutes subsistent, et c'est concernant la deuxième variable, qui est la valeur du bâtiment après rénovation à l'exclusion du terrain. Alors, pourquoi est-ce qu'ici, c'est un peu plus douteux? Parce que cette valeur du bâtiment va dépendre en fait d'éléments subjectifs et d'éléments qui ne sont pas encore connus. Donc, d'éléments subjectifs, pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a différentes méthodes de valorisation qui sont applicables et qui existent, donc des méthodes basées sur les coûts, des méthodes basées sur les revenus. Et en fonction des méthodes de valorisation qui vont être appliquées, eh bien, on va se retrouver avec des résultats qui peuvent être
plus ou moins différents. Ensuite, la valorisation du bâtiment va également dépendre du moment du moment dans le temps où on va effectuer cette valorisation. Puisqu'en effet, la valorisation va dépendre de la commercialisation du bâtiment. Évidemment, un bâtiment pour lequel il n'y a encore aucun contrat de location qui a été signé, bah, aura une valeur moindre qu'un bâtiment pour lequel il y a déjà plusieurs contrats de location pour des durées plus ou moins longues qui ont été signés. Et enfin, le dernier élément qui peut poser souci dans l'application de ce test des 60%, c'est le fait que la valeur du bâtiment dont il doit être tenu compte est une valeur hors terrain. Et donc, cela implique qu'il faille pouvoir évaluer la valeur du terrain. Alors ici, pour l'évaluation de la valeur du terrain, eh bien, souvent, on a une valeur comptable qui est disponible, mais qui n'est pas toujours la plus pertinente. Et donc, il faudra évaluer le terrain. Pour ce faire, pourquoi pas avoir égard aux rapports d'évaluation qui sont faits par des experts, mais qui, allez, très souvent, ne comportent pas en réalité un split terrain-construction. Donc voilà, c'est toujours assez complexe d'évaluer la valeur du terrain et en général, on voit qu'on a des valeurs de terrain qui oscillent entre 25 et 40%. Donc c'est quand même des différences assez importantes et ça dépend de là, par exemple, où se situe le bâtiment. Donc, dans le slide d'après, on a voulu vous montrer un petit exemple de test des 60% tel qu'on l'applique en fait quand on fait face à des projets de rénovation. Donc ici, nous avons pris l'exemple voilà, d'une tour qui se situerait dans le centre de Bruxelles avec des coûts de rénovation au mètre carré de plus ou moins 1 600 €, ce qui est déjà un coût de rénovation assez important. On a un loyer au mètre carré qui est attendu de plus ou moins 230 € et un yield de 5. Donc, ce sont des valeurs déjà assez élevées qui font qu'on va se retrouver avec une valeur du bâtiment hors taxe de plus ou moins 80 millions et une valeur terrain hors taxe estimée à plus ou moins 35 millions. Donc ici, on a un ratio terrain-bâtiment de plus ou moins 40% et c'est voilà, c'est très élevé. C'est dû au fait que la tour se situe dans le centre de Bruxelles, etc. Mais c'est très élevé. Et en fait, ce qu'on voit, et c'est pour ça qu'on a voulu vous montrer cet exemple, c'est que le test des 60% est tout juste passé, hein, puisqu'on arrive à tout juste 60%. Et donc, le but de ce petit exemple, eh bien, c'est de montrer que il n'est vraiment pas si évident que cela d'atteindre ces 60%. Oui, peut-être un mot encore là-dessus. On a pris un yield de 5. Aujourd'hui, dans la plupart des cas, dans une situation telle que celle-ci, on serait sur un yield plus faible. Ça veut dire qu'en fait, on aurait une valeur plus élevée du bâtiment et donc probablement qu'on n'atteindrait pas les 60%. Donc, on voit ici, hein, comme Graziella le disait, qu'il y a énormément de paramètres qui sont liés à la valorisation qui vont faire qu'on passe ou pas ce critère. Tout à fait. Merci Lionel. Donc, dans le slide d'après, on a voulu vous montrer en fait en pratique comment est-ce qu'on aborde un projet de rénovation. Le premier step, c'est la première étape, c'est toujours d'avoir une compréhension globale du projet. Donc, pour avoir une compréhension globale du projet et des travaux qui sont effectués, ben, le mieux, c'est d'avoir une discussion à bâton rompu avec les chefs de projet, les architectes, afin de vraiment avoir une idée de ce qui va être effectué et de savoir si ces travaux auront un impact ou non sur la structure du bâtiment. Voilà. Sur base de ces informations, eh bien, on réalise une première estimation de la valeur du bâtiment après travaux, donc avec un petit exercice comme on vous l'a montré. Et de ces données factuelles et chiffrées que l'on aura pu récolter, on pourra
alors émettre des premières conclusions afin de déterminer si le bâtiment peut qualifier comme neuf après sa rénovation. Avec tous ces éléments, on constitue un dossier à présenter à l'administration. Donc, comme on l'a vu, rares sont les dossiers en fait où on fait clairement face à un bâtiment neuf sur base de l'un ou l'autre des critères de l'administration. Et les dossiers que l'on présentera à l'administration, ce sera toujours en fait un faisceau d'éléments qui viennent appuyer notre argumentation selon laquelle voilà, les travaux de rénovation ont été tels que on se trouve incontestablement devant un bâtiment qui doit être considéré comme neuf pour les besoins de la TVA. Donc, dans ce dossier qu'on va présenter à l'administration, eh bien, il y aura une description claire des travaux, une proposition de valorisation. On peut également apporter des éléments tels que des photos, puisque, comme on aime à le dire, une photo est toujours plus parlante que 1000 explications. Et c'est toujours assez frappant de voir l'évolution d'un bâtiment, donc avant sa rénovation, durant sa rénovation et éventuellement, si déjà disponible, après sa rénovation. Donc, on apporte ce dossier auprès de l'administration et une fois l'accord obtenu de la part de l'administration sur la notion, de bâtiment neuf, alors on passe dans une phase d'implémentation et de monitoring. Alors, implémentation, ben, pourquoi? Parce que éventuellement des déductions devront être opérées si on n'a pas encore déduit la TVA sur le bâtiment, parce qu'il y en avait encore un doute sur cette qualification de bâtiment neuf et qu'on compte par exemple louer avec TVA par la suite. Et de monitoring, puisque comme on l'a déjà vu, les périodes de révision applicables sur les bâtiments sont relativement longues et évidemment, un bâtiment va vivre et vont s'enchaîner des événements qui vont avoir un impact éventuel sur les déductions et les éventuelles révisions à opérer. Et donc, voilà, dans la suite de la présentation, on va s'intéresser un peu plus aux révisions et aux déductions et aux mécanismes qui sont applicables en la matière. Et Lionel, je te passe la parole. Oui, voilà. Donc ici, sur ce slide, en fait, j'ai repris les grands principes qui sont applicables à la déduction en distinguant trois phases, la phase de développement, la phase d'exploitation et la phase de sortie. Phase de développement, je vais pouvoir déduire immédiatement et totalement la TVA si j'ai une intention de louer avec TVA ou évidemment si j'ai un contrat qui est déjà signé avec une option pour la TVA. Problématique ici, ça va être la preuve. Comment est-ce que je vais pouvoir démontrer mon intention quand mon bâtiment n'est pas encore commercialisé? Je dirais que ça va dépendre un petit peu du bon sens et en fonction du type de bâtiment. Donc, si j'ai un bâtiment qui est destiné à, à du bureau et qui se trouve, par exemple, en fonction de sa localisation, par exemple dans un parc de développement économique où j'ai toutes sortes d'autres entreprises qui se trouvent à côté, j'ai très peu de chances d'avoir un service de la région wallonne qui vienne s'y installer et j'ai très peu de chances d'avoir une banque ou une compagnie d'assurance qui vienne s'y installer. Et donc là, il me sera relativement facile de démontrer que l'intention est claire de louer à un opérateur avec application de la TVA. Par contre, si je me trouve en centre-ville, avec un bâtiment de plusieurs étages, avec potentiellement plusieurs locataires, je me retrouve dans une situation qui va être un petit peu plus délicate, parce que si dans les bâtiments voisins, je retrouve des services de la région wallonne, si je retrouve des banques, des ASBL, etc., il n'est pas certain que je vais pouvoir facilement démontrer mon intention de louer avec TVA. Donc là, c'est vraiment une question à se poser dans la phase de développement. Quels sont mes objectifs et qu'est-ce que je vais faire pour éviter le préfinancement de la TVA pendant la durée de construction.
Et donc, je vais devoir déterminer la déduction de la TVA initiale, et ça passe aussi par une allocation des coûts aux unités locatives. Si j'ai plusieurs locataires, je dois pouvoir déterminer quels sont les coûts et quelle est donc la TVA qui est afférente à telle unité ou telle autre unité locative. Utilisation du statut de constructeur professionnel. Donc, on sait que dans les structures de développement, très souvent, on se présente comme étant constructeur professionnel au sens de la TVA, ce qui implique, qu'est-ce qu'on veut dire par là en fait, c'est qu'on a une société qui a l'intention de vendre le bâtiment avec application de la TVA. Et là, on est dans une situation qui permet de récupérer immédiatement la TVA pendant la période de construction. Et donc, c'est une approche qui est utilisée très fréquemment par les développeurs. Je pense qu'on doit être plus prudent qu'avant avec cette approche, parce qu'on sait bien que dans beaucoup de cas, on ne va pas vendre effectivement le bâtiment, mais on va peut-être plutôt vendre la société. Et donc, on devra opérer une correction de la déduction de la TVA lorsqu'on va louer le bâtiment. Et cette correction de déduction de la TVA, qui est un prélèvement, entraîne très souvent des discussions lors des processus de due diligence et d'acquisition de sociétés immobilières. D'autre part, si je me présente comme constructeur professionnel et donc je dis je vais vendre le bâtiment avec TVA, mais qu'ensuite je vends la société, je me mets aussi dans une position qui pourrait être critiquable si, en cas de question de l'administration des impôts directs notamment. Donc pour l'instant, nous sommes très prudents avec cette utilisation du statut de constructeur professionnel et je pense qu'il est dans beaucoup de cas préférable de plutôt postuler l'intention de louer avec application de la TVA pour pouvoir récupérer la TVA pendant la phase de développement. Pendant ma phase d'exploitation, donc je loue mes unités locatives aux différents locataires. Donc, je vais devoir faire un suivi de la déduction et des révisions sur une période de 25 ans. On le verra plus en détail, mais je vais opérer mes révisions chaque fois en une fois. Ce n'est pas une révision étalée sur le nombre d'années du bail. Et une autre question qui va se poser, alors, on ne le voit pas encore beaucoup maintenant, puisque la nouvelle loi est rentrée en vigueur en 2019 et on est en 2021, mais je vais avoir des vides locatifs. Vides locatifs entre deux locataires. Est-ce que là, je perds ma déduction? Non, je ne perds pas ma déduction, mais je dois pouvoir démontrer toujours mon intention de louer avec application de la TVA. Et donc, je reviens un petit peu sur ce que je vous ai dit. Justement, c'est la même question qui va se poser que dans la phase de développement. Ensuite, à certains moments, donc, je vais me trouver dans des phases de sortie, de vente. Et soit je vais vendre la société, je vais vendre les actions de la société. Et dans ce cas-là, il n'y a rien qui change au niveau du bâtiment lui-même. Les contrats restent en place. Il n'y a pas de transfert de propriété du bâtiment lui-même. Il reste la propriété de la société. Et donc, je n'ai pas de changement véritablement au niveau de la TVA. Si je vends le bâtiment, généralement, mon bâtiment ne sera plus neuf, et donc je devrais le vendre sous le régime des droits d'enregistrement. Vente sous le régime des droits d'enregistrement va impliquer une révision de la TVA, donc une correction négative de ma déduction de TVA initiale. Et ici, l'administration a prévu une règle spécifique qui nous dit que si je vends le bâtiment sous le régime des droits d'enregistrement et que j'ai un locataire qui loue avec une option pour la TVA et que cette option continue, ce contrat de bail continue avec la personne à qui je vais vendre le bâtiment, eh bien, je n'aurai pas d'obligation d'opérer une révision de la TVA. Bon, évidemment, si je me retrouve avec un bâtiment dans lequel j'ai 3 étages qui sont loués sans TVA, 2 étages qui sont loués avec option pour la TVA, je vais me retrouver dans une situation un petit peu particulière, évidemment, sur le statut des révisions. Et il faudra a priori appliquer ce mécanisme par unité locative. On n'a pas encore eu vraiment de cas jusqu'à présent, mais ce sera intéressant de voir comment on va le faire. Est-ce que je peux considérer que la vente de mon bâtiment est une branche d'activité?
c'est quelque chose qu'on essaye souvent de défendre. Il faut savoir que l'administration ne suit pas toujours ce genre d'approche. La preuve, si on le suivait, on n'aurait pas dû avoir cette disposition spécifique dans la loi qui évite les révisions de TVA dans certaines situations. Donc il faut être très prudent avec l'application de la notion de branche d'activité en cas de vente de bâtiment. C'est clair que ça peut fonctionner sur un bâtiment où il y a une véritable exploitation type shopping ou business center. C'est nettement moins clair sur des bâtiments de bureaux avec de simples contrats de bail. Comment est-ce que je vais opérer ma déduction? Donc je vous l'ai dit, déduction immédiate, mais si je me retrouve dans une situation mixte, c'est-à-dire j'ai une situation où j'ai une partie du bâtiment qui est utilisée pour des bails exemptés, une autre partie qui serait utilisée pour des bails avec TVA, là, je vais devoir utiliser un ratio de déduction. Alors je pourrais utiliser la règle de base, le prorata général, qui est en fait un ratio qui est basé sur le chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires taxable que je divise par mon chiffre d'affaires total. Et ça me donne mon pourcentage de déduction. Le problème, c'est que ça marche pas avec les immeubles. L'administration était un peu partie sur cette idée au début. On les a rencontrés pour leur montrer plusieurs cas, notamment la problématique dans des immeubles, c'est qu'on se retrouve avec des périodes durant lesquelles on peut avoir des grosses modifications de revenus. J'ai ma phase de développement, je n'ai pas encore de revenus. Phase de commercialisation, il y a des gratuités qui sont octroyées et donc j'ai des revenus qui ne sont pas en lien avec vraiment ce qu'on devrait avoir dans une situation normale. Et ensuite, je peux avoir des vides locatifs, c'est-à-dire certaines parties de mon bâtiment sur lesquelles je n'ai pas de revenus. Et donc, si je calcule un prorata général sur cette base, je vais avoir des situations qui sont tout à fait étranges, et donc ça ne fonctionne pas. Donc, on va devoir appliquer l'affectation réelle. L'affectation réelle, c'est quoi? C'est une allocation des coûts à chaque secteur d'activité, et donc ici, à chaque, on va dire, unité locative de mon bâtiment. Et donc, je vais pouvoir récupérer 100% de la TVA sur les coûts qui sont affectés à des unités locatives qui sont louées avec TVA, 0% de déduction sur les coûts qui sont attribués à des unités locatives sur lesquelles je loue en exemption de TVA. Et ensuite, je vais faire un prorata spécial ou plusieurs prorata spéciaux pour des frais que je ne peux pas directement attribuer. Typiquement, je vais prendre un exemple. Quand je construis un immeuble, j'ai énormément de coûts que je ne peux pas attribuer à telle ou telle unité locative. Et donc, un des critères classiques, c'est l'utilisation, par exemple, des mètres carrés pour attribuer les coûts vers les différentes unités locatives. Et donc, clairement, l'administration va imposer l'application de l'affectation réelle à partir du moment où je me trouve dans une situation où je vais louer en partie avec TVA, en partie en exemption de TVA, et donc j'aurai un assujettissement mixte avec un droit à déduction mixte et partiel de la TVA. Graziella, je te repasse la parole. Oui, merci. Donc, voilà, concernant les révisions de la TVA, quelques principes de base afin de rafraîchir la mémoire de tout un chacun, même si Lionel a déjà abordé quelques points. Donc d'abord, pour le calcul des périodes de révision de TVA, le point de départ est toujours le 1er janvier de l'année de la première occupation ou de la première utilisation. Donc prenons l'exemple d'un bâtiment qui serait loué à partir voilà, du 1er mai 2022. Eh bien, le point de départ qu'on va utiliser pour le calcul des périodes de révision sera le 1er janvier 2022. Par contre, la situation à prendre en compte est celle applicable au 31 décembre de l'année et donc il n'y a pas de révision pro rata temporis. Donc, je reprends l'exemple de mon bâtiment qui serait voilà, mis en location à partir du 1er mai avec
un bail qui serait soumis à TVA. Et imaginons que quelques mois après, je passe sur un bail qui serait exempté de TVA, eh bien, la situation à prendre en compte est celle au 31 décembre. Et donc, si au 31 décembre, je me retrouve avec un bail exempté de TVA, ce sera cette situation-là qu'il faudra prendre en compte pour l'application et le calcul des révisions. Concernant les périodes de révision, dans le secteur immobilier, elles sont au nombre de 3. Donc, tout d'abord, la période de 5 ans qui est applicable au coût de rénovation. Ensuite, la période de 15 ans qui est applicable au coût de construction. Et la période de 25 ans qui est d'application, comme Lionel l'a dit, en cas d'application de la TVA sur la location. Et on va voir qu'il y a des règles assez spécifiques pour le passage des 15 aux 25 ans. Et ces révisions, Lionel l'a déjà évoqué également, peuvent être positives ou négatives, donc en faveur de l'assujetti ou en faveur de l'État. Donc, pour illustrer ces quelques principes, on a choisi de vous voilà, faire part de quelques exemples assez simples, mais qui permettent de mettre en lumière certains principes importants en la matière. Donc, ici, prenons l'exemple d'un bâtiment qui est construit en 2019 pour un montant voilà, de près de 10 millions avec près de 2 millions d'euros de TVA. La première mise en service du bâtiment prend la forme d'une location exemptée à une banque, et ce, à partir de 2020. Dans la mesure où mon bail est un bail exempté, je n'ai aucun droit à déduction de la TVA sur mes coûts de construction et j'ai une période de révision de 15 ans qui est applicable. 9 ans après, mon locataire voilà, quitte les lieux et j'ai un nouveau locataire qui entre en scène et c'est une société de consultance avec lequel je vais conclure un contrat de location avec application de la TVA. Et en fait, ici, on va passer sur un délai de 25 ans car le délai de 15 ans de révision, donc le délai initial, n'est pas encore expiré au moment où je change de locataire et où je change de régime applicable à mon bâtiment. Donc ici, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail des calculs, mais en fait, il y a une révision de TVA de 6/15 qui doit être effectuée et qui devra être remboursée par l'État en une seule fois, puisque je passe d'un bail exempté à un bail soumis. J'ai donc un droit à déduction qui s'ouvre et ce remboursement se fait en une seule fois. Et donc, il n'y a pas de paiement étalé dans le temps. C'est une révision one shot, comme on l'appelle. Donc, ensuite, un deuxième exemple. Donc, où j'ai toujours mon immeuble qui a été construit en 2019, mais où ici, on prend l'hypothèse que le premier contrat de location qui serait conclu serait un contrat de location soumis à TVA. Donc, j'ai une déduction de la TVA sur mes travaux de construction qui est immédiate et j'ai un délai de révision de 25 ans qui s'applique, puisque j'applique la TVA sur ma location. Et imaginons que 9 ans plus tard, je change de locataire et que le bail que je conclus soit un bail en exemption de TVA. En fait, ce qu'on va voir, c'est que on ne retournera pas sur un délai de révision de 15 ans, même si le contrat que je conclus en 2029 est un contrat de location exempté de TVA, puisqu'une fois que l'on passe le cap, je dirais, du délai de révision de 25 ans, il n'y a plus de retour en arrière possible et qu'importe ce qui se passe par la suite. Et donc ici, concernant le calcul des révisions devant être effectuées, eh bien, j'ai une révision de 16/25 qui devra être effectuée, donc ce qui correspond à la période résiduelle de révision au moment où je change de locataire en 2029. Et la révision doit se faire en une seule fois. Donc, le remboursement doit se faire en une seule fois à l'État, puisque ce principe des révisions one-shot fonctionne dans un sens comme dans l'autre, malheureusement. Alors, ensuite, eh bien,
on reprend, tu peux passer le slide, Lionel. Donc, un autre exemple, enfin, on reprend les exemples que l'on a vus précédemment, mais où on regarde encore un peu plus loin dans le temps et où on se retrouve en 2040 avec une location qui serait exemptée de TVA. Et ici, on voit qu'il y a une révision qui doit être effectuée de 5 16e, donc ce qui correspond dans le cas d'espèce à plus ou moins 265 000 euros. Mais en fait, ce qu'on a voulu vous montrer via cet exemple, c'est que même 20 ans après la mise en service du bâtiment, eh bien, il y a des révisions qui peuvent être plus ou moins importantes, qui doivent être effectuées, d'où l'importance de monitorer la vie du bâtiment, et ce, sur une période relativement longue, puisqu'on a des périodes de révision qui sont très longues, puisqu'on parle de 15, 25 ans. Il est peu probable que la personne qui voilà, déduit la TVA sur les coûts du bâtiment soit encore la personne qui la révisera 20 ans plus tard. Que c'est très important d'avoir une bonne vue sur la vie tout entière du bâtiment. Alors ici, on voit que ces calculs, et on a choisi des calculs relativement simples, mais je pense que vous comprenez très rapidement que dans la pratique, ça n'est pas si évident que cela. Ici, on prend le cas de 4 bâtiments différents pour vous montrer en fait qu'en fonction du moment où mes contrats de location vont débuter, en fonction du type de location que je vais avoir, donc une location exemptée ou une location soumise à TVA, eh bien, je vais avoir des périodes de révision, des périodes de départ de révision qui vont être différentes. Je vais avoir des délais de révision qui vont être différents. Et donc, tout ça est assez complexe à mettre en œuvre, d'autant plus quand, en fait, dans la pratique quotidienne, ce type de choses se retrouve souvent dans un seul et même bâtiment, puisqu'on a souvent des locataires différents qui concluent des contrats qui sont soumis ou non à TVA. Et donc, je laisse la parole à Lionel qui va vous expliquer un peu plus en détail la complexité des immeubles multi-tenant, comme on les appelle. Oui, merci Graziella. Oui, donc effectivement, on voit ici que tout l'avantage de cette loi qui permet la déduction est aussi entraîne aussi une certaine complexité. Donc il faudra vivre avec ça. C'est quelque chose qui existe déjà aussi dans les pays voisins, mais c'est quelque chose qui est assez neuf pour les opérateurs immobiliers aujourd'hui. Je vais prendre l'exemple de ma pratique. Quand on travaille sur des shoppings, par exemple, là, il y a une complexité au début pour déterminer la déduction de la TVA, mais ensuite, disons que ça reste relativement fixe dans le temps puisque une unité locative ne change pas vraiment d'affectation et le môle ne change pas d'affectation. Ici, on va avoir quelque chose de beaucoup plus variable, hein, puisqu'on a différents locataires qui peuvent varier dans le temps, etc., avec différents types de contrats. Donc, on a quelque chose qui est plus compliqué. Qu'est-ce qu'on va voir? Il faut noter des périodes de révision variables par unité locative en fonction du type de contrat, des dates de départ des périodes de révision qui sont variables en fonction de la première utilisation du bâtiment, et donc ça va varier sur 1, 2, 3 ans, généralement en fonction de la commercialisation du bâtiment. Je vais devoir faire une allocation des coûts relativement précise ou en utilisant des clés d'allocation, hein, comme je l'ai dit, sur base de mètres carrés, pour pouvoir suivre ma déduction dans le temps. Je dois faire un suivi sur 25 ans. Bon, je peux rajouter des périodes de contrôle, donc en fait, je suis à 25 ans plus 7 en théorie. Donc, je dois avoir un audit trail en interne, en cas de contrôle de l'administration, mais aussi si je vais vendre la société qui détient le bâtiment, puisque je dois pouvoir transmettre toutes ces données à un acheteur futur et je dois pouvoir estimer et valoriser en fait les coûts potentiels en matière de TVA. On a vu un calcul de révision qui sont plus complexes, des impacts cash qui sont à anticiper, et tout ça peut avoir
des impacts en fait sur les valorisations de l'immeuble. Donc c'est quelque chose à prendre en compte dans les plans financiers des sociétés immobilières. Quelque chose qu'on ne faisait absolument pas avant. On tenait pas du tout compte non plus des aspects TVA dans les valorisations des immeubles. Maintenant, c'est quelque chose qui commence à être pris en compte. Je dirais que pour en fait faire tous ces calculs, il y a plusieurs éléments. D'une part, on doit connaître le bâtiment, mètre carré, unité locative. On doit avoir le détail des coûts de construction qui sont liés au bâtiment et ensuite les rénovations. Ensuite, on a des informations qui vont venir des contrats, la durée des contrats, le type de contrat, éventuellement voir quand est-ce qu'on a des breaks avec potentiellement donc un impact en matière de TVA. Et ensuite, on doit voir comment est-ce qu'on déduit effectivement la TVA dans la déclaration TVA. Tous ces éléments sont nécessaires pour faire mon suivi. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis tout ça dans un modèle assez compliqué avec des formules assez compliquées, je dirais, qui permet de faire un suivi et d'automatiser les calculs et de faire différents types de reporting pour déterminer justement quand est-ce que je dois faire une révision, quel est le montant de ma TVA déductible, etc. Donc tous des types de rapports qui peuvent servir tant en interne pour le reporting financier qu'en cas de contrôle de l'administration. Donc ici, un outil qui, à mon avis, on l'a appelé MyVatimo, qui peut être intéressant certainement pour des bâtiments multi-tenant où on a plusieurs types de contrats possibles. Concernant Vous la les crédiez là? révisions, Est-ce qu'il y a peut-être des questions justement concernant ces... oui, il y a pas mal de questions. Je ne sais pas, Liliane, si tu préfères qu'on y réponde maintenant ou si on revient par email. Attends, il était 10h12. Vu le timing, Ouais, je peut-être. propose, on avance. Ok, Oui, mais voilà, on reviendra vers toutes les personnes qui nous ont posé des questions, parce que je vois que les révisions posent assez de questions. Donc, on vous reviendra par email sans ok. aucun problème. Un mot sur les aspects TVA qui sont liés au fonds d'investissement immobilier spécialisé. Très rapidement, simplement, c'est vraiment pour attirer votre attention. Ce type de fonds, donc les FIS, sont un grand succès pour l'instant. On voit qu'il y a beaucoup de création de ce type de fonds, des petits, des beaucoup plus gros. Et typiquement, ce type de fonds va fonctionner avec, d'un côté, des investisseurs, le fonds lui-même, qui va détenir soit des participations dans des sociétés immobilières, soit des immeubles en direct. Question qui va se poser, je ne vais pas y répondre directement aujourd'hui, mais c'est vraiment pour attirer votre attention, c'est statut TVA du fils. Est-ce que je vais pouvoir récupérer la TVA au sein de mon fils? Parce que j'ai des coûts qui vont arriver au niveau du fonds. Et typiquement, j'ai des différents types de coûts qui vont arriver lors de la phase de création et d'acquisition des actifs, puisque là, je vais avoir des coûts qui sont liés à la création, mais aussi tout ce qui est coût d'acquisition, notamment lorsque je vais acquérir une société immobilière. Et donc, c'est intéressant de voir est-ce que je vais pouvoir soit récupérer la TVA ou est-ce que je vais pouvoir bénéficier de certaines exemptions. Il y a différentes exemptions que je vais pouvoir envisager. Je peux envisager des exemptions qui sont liées à l'intermédiation. Donc, si j'ai un broker qui intervient pour acheter cette société-ci, j'ai des exemptions qui sont envisageables si j'ai un agent qui intervient pour vendre les parts de du fonds. Et alors, étant donné que je suis un fonds, sous certaines conditions, je veux aussi pouvoir bénéficier d'une exemption très spécifique qui vise la gestion de fonds. Donc, c'est une exemption qui normalement est applicable aux SICAV, aux organismes de fonds de pension, etc. Mais elle est aussi applicable aux fonds d'investissement immobilier sous certaines conditions, je dirais. Et donc là, on va devoir regarder les différents types de services qui sont fournis
par le gestionnaire, on peut avoir un property manager, des conseillers et d'autres types de prestataires. C'est important de regarder là, justement, est-ce que je vais pouvoir bénéficier d'exemptions sur certains coûts? Et un point d'attention, c'est que notamment sur la partie des contrats qu'on va peut-être appeler asset management, gestion d'actifs, on va avoir un mix entre la partie gestion de fonds et la partie property management. Et là, il faut être prudent parce que tout ce qui est vraiment lié à la gestion de l'immeuble, tout ce qui est lié à la gestion des travaux dans le bâtiment, les contacts avec les locataires, etc., cette partie-là, elle ne bénéficie pas d'une exemption TVA. Et donc, dans ce type de contrat, idéalement, on va essayer de faire un split entre les différents types de prestations. Autre point, c'est que dans la réglementation qui couvre les fonds d'investissement immobilier spécialisés, ces fonds sont obligés de fusionner avec les sociétés immobilières belges qu'ils détiennent dans un certain délai de temps. Et là, il faudra regarder comment est-ce qu'on va traiter cette fusion d'un point de vue TVA, parce que j'ai potentiellement un risque de révision TVA. C'est ce dont on a parlé précédemment. Crédit, là, je te repasse la parole, puisque là, on va faire un point concernant tout ce qui est cette nouvelle législation qui pose énormément de questions concernant l'application du taux réduit sur les projets de démolition, reconstruction, dans le secteur résidentiel cette fois-ci. Lionel. Donc en effet, c'est un peu le hot topic du moment, je dirais, puisque cette législation est entrée en vigueur à partir du 1er janvier 2021. Et en fait, elle est venue étendre le champ d'application territorial et matériel du taux réduit de 6% qui s'appliquait déjà à certains projets de démolition et de reconstruction. Donc avant le 1er janvier 2021, le taux réduit de 6% s'appliquait aux projets de démolition-reconstruction qui étaient menés uniquement dans 32 zones urbaines bien définies par les autorités et uniquement sur les travaux, donc pas sur la vente. Depuis le 1er janvier 2021, donc ce champ d'application est étendu puisque le taux réduit de 6% s'applique sur tout le territoire et dans 3 cas de figure distincts, donc qu'on analysera un peu ci-après. Mais retenons, et c'est le plus important, je pense, que le taux de 6% est dorénavant applicable sur les projets de démolition et de reconstruction qui résultent en une vente qui sera utilisé d'un bâtiment qui sera utilisé comme habitation propre ou une vente à une agence immobilière sociale. Donc, attention au fait qu'il s'agit ici d'une mesure temporaire et que ces nouveaux cas d'application ne sont possibles que jusqu'au 31 décembre 2022. Alors, concernant les endroits où trouver l'information, je dirais, eh bien, il y a une circulaire qui a été publiée par l'administration ainsi que des facs, dont une particulière concernant les promoteurs immobiliers. Donc ici, vraiment, l'intérêt de cette nouvelle législation, c'est que dorénavant, les promoteurs sont concernés par l'application du taux réduit sur la vente de projets de démolition-reconstruction. Donc, si l'on analyse rapidement en fait les différents cas, donc le premier cas est celui où un assujetti, où une personne physique viendrait à démolir et reconstruire un bâtiment afin de l'utiliser comme habitation propre et unique. Ici, il y a différentes conditions qui doivent être respectées pour que le taux de 6% puisse s'appliquer sur les travaux de démolition-reconstruction, notamment le fait que la personne physique y réside durant minimum 5 ans, que le bâtiment fasse un maximum de 200 mètres carrés habitables, etc. Et qu'un dossier soit déposé auprès de l'administration et pour le 31 mars au plus tard pour les projets en cours. À nouveau, cette mesure étant temporaire, la TVA, donc le taux de TVA réduit de 6% ne sera applicable que sur les travaux pour lesquels une TVA est devenue exigible entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.
Donc ça, c'était pour le premier cas. Le second cas, c'est le cas d'une location, d'un projet de démolition-reconstruction mené en vue d'une location à une agence immobilière sociale. Donc ici, c'est le cas d'une personne physique ou personne morale qui entreprendrait des travaux de démolition-reconstruction en vue de louer le bâtiment reconstruit à une agence immobilière sociale. À nouveau, différentes conditions à respecter pour pouvoir bénéficier du taux réduit sur les travaux de démolition-reconstruction, notamment le fait que la location euh, soit donnée pour un minimum de 15 ans, que le bâtiment soit donné en location à une agence immobilière sociale pour un minimum de 15 ans, que les mètres carrés habitables soient un maximum de 200 mètres carrés, qu'un dossier soit déposé, etc. Et à nouveau, on insiste sur le fait que c'est une mesure temporaire et donc que ça ne s'applique que sur la TVA qui est due entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022. Alors, le troisième cas d'application, qui est le plus important pour ce qui nous occupe aujourd'hui, je pense, c'est le cas où un assujetti, personne morale ou une personne physique viendrait à démolir, reconstruire un bâtiment d'habitation en vue de le vendre par la suite à un particulier. Donc ici, différentes conditions assez strictes d'application afin de pouvoir bénéficier de ce taux réduit. Tout d'abord, il faut effectivement procéder à des travaux de démolition et de reconstruction d'un bâtiment d'habitation. Il faut que le bâtiment démoli et le bâtiment reconstruit soient situés sur la même parcelle cadastrale, que les travaux de démolition et de reconstruction soient menés par une seule et même société et que la superficie habitable maximum du bâtiment d'habitation soit de 200 mètres carrés. Également des conditions relatives à l'acquéreur, puisque la vente ne peut pas se faire vers n'importe qui et pour n'importe quelle utilisation, puisqu'il faut vendre le bâtiment reconstruit à un acquéreur qui l'utilisera comme habitation unique et à titre principal comme habitation propre pendant une période d'au moins 5 ans. Si toutes ces conditions sont remplies, alors le taux de 6% pourra s'appliquer sur les ventes, les facturations qui sont intervenues entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, puisqu'à nouveau, c'est une mesure temporaire. Alors, en plus de ces conditions, il y a également quelques formalités à remplir pour pouvoir bénéficier du taux réduit. Donc, il y a un formulaire qui est le formulaire numéro 111.3 qui doit être remis par le vendeur. Ce formulaire se trouve sur MyMinFin. Il y a également une annexe au formulaire qui est en réalité une déclaration du respect des conditions qui doit être signée à la fois par le vendeur et l'acheteur. Et à ces formulaires doivent être joints également une copie du permis d'urbanisme et les contrats d'entreprise, compromis, actes authentiques doivent être tenus à disposition de l'administration. Une fois ces formulaires, ces documents introduits sur MyMinFin, le vendeur recevra une preuve de l'introduction de la déclaration, mais ça ne constitue en aucun cas une reconnaissance par l'administration de l'application correcte du taux réduit de la TVA. C'est vraiment uniquement voilà, une preuve de l'introduction. Alors, quand faut-il remplir ces formalités? Eh bien, avant que la TVA ne devienne exigible, donc voilà, comme on l'a dit, avant un premier paiement, une première facturation et certainement avant la passation de l'acte authentique. Parce que si en fait on remet, si on accomplit ces formalités trop tard, eh bien, il sera impossible de régulariser la TVA qui aurait été alors payée au taux de 21% et donc on ne pourrait appliquer le taux de 6% que pour le futur. Merci Graziella. Voyons maintenant quelques points d'attention importants concernant les conditions d'application de cette mesure pour les promoteurs. Premier point, l'application dans le temps. Le taux réduit va s'appliquer sur les TVA qui sont dus en fonction de la facturation ou des paiements sur la période qui se situe entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022. Donc, ça implique que des projets qui ont déjà commencé, c'est-à-dire pour lesquels les travaux de démolition et ou de construction ont commencé avant 2021, pourront tout à fait rentrer dans le champ d'application de cette mesure. Ce qui sera important d'examiner, c'est que
les travaux de démolition soient liés aux travaux de construction d'un bâtiment résidentiel, étant donné qu'on doit avoir un lien entre la démolition et la reconstruction. Mais donc, le fait d'avoir commencé un projet en 2017, par exemple, n'empêche pas du tout que des ventes d'appartements, par exemple, qui se situeraient en 2021, puissent bénéficier du taux réduit. Autre point d'attention concerne la notion de démolition. L'administration nous dit que le bâtiment qui est démoli doit avoir une consistance significative. Qu'est-ce que ça veut dire? L'administration nous donne quelques exemples en disant que si je démolis un muret, un abri de jardin ou des canalisations, ce ne sera pas suffisant pour rentrer dans le régime, mais que par contre, si je démolis une maison d'habitation, un bâtiment de bureau ou un hangar, je vais pouvoir rentrer dans le régime. Autre condition, c'est que le bâtiment détruit ait une consistance significative par rapport au bâtiment qui va être reconstruit. Et là, malheureusement, l'administration ne nous donne pas de critères qui permettent de mesurer ce ratio. Et donc, on devra faire, a priori, appel au bon sens pour déterminer si, dans un projet particulier, il est souhaitable de demander une validation à l'administration parce que, par exemple, on dépasserait largement la surface au sol du bâtiment qui a été détruit avec le nouveau bâtiment. Et donc là, je dirais qu'il faut sans doute faire appel au bon sens. Par ailleurs, en ce qui concerne la démolition, elle doit être complète, c'est-à-dire qu'on doit complètement démolir le bâtiment, et il ne s'agit pas ici de projet de rénovation ou de rénovation lourde pour laquelle on appliquerait par exemple la règle des 60% dont on a parlé précédemment. L'administration donne aussi un exemple d'un bâtiment d'appartement sur lequel on détruirait quelques étages, qu'on reconstruirait, et là l'administration dit non, ça ne va pas qualifier parce que le bâtiment n'est pas entièrement détruit. On peut imaginer des cas de démolition partielle, je dirais quasi totale, qui pourront qualifier, et l'exemple classique serait un bâtiment qui est totalement détruit, mais pour lequel on doit conserver la façade, parce qu'elle serait classée par exemple, et donc dans la mesure où on a détruit l'ensemble de la structure porteuse du bâtiment, même si on garde la façade, ce bâtiment, enfin ce projet pourrait qualifier pour le nouveau régime. Une situation qui pourra se présenter est liée au regroupement de parcelles ou à la scission de parcelles. En cas de scission de parcelles, par exemple, j'ai un bâtiment existant qui se trouve sur une parcelle cadastrale, je démolis ce bâtiment pour ensuite construire plusieurs maisons d'habitation et je vais scinder ma parcelle cadastrale originelle. Dans ce cas-là, on pourra appliquer le nouveau régime pour ces différentes maisons d'habitation. Autre cas, regroupement de parcelles. J'ai un bâtiment existant qui se trouve sur une parcelle cadastrale. Je le démolis, je reconstruis un nouveau bâtiment, mais qui va se trouver en même temps sur une autre parcelle cadastrale. Et dans ce cas-là, on pourra aussi appliquer le nouveau régime pour l'ensemble du bâtiment, pour autant que ce nouveau bâtiment se trouve à au moins 50% sur la parcelle cadastrale initiale. Petite remarque par rapport à ceci, dans le cadre de du nouveau régime, je peux démolir un bâtiment, reconstruire un bâtiment sur la même parcelle cadastrale. Il ne faut pas que ce bâtiment se trouve exactement au même endroit. Il peut se trouver à côté, etc., mais sur la même parcelle cadastrale.
On a vu que des projets commencés il y a plusieurs années vont pouvoir bénéficier de ce nouveau régime. Toutefois, ces projets n'ont pas toujours été structurés pour répondre à toutes les conditions du nouveau régime. En effet, l'administration impose que la démolition et la construction soient réalisées par la même société. Or, ce qui a pu arriver, c'est qu'une société ait déjà réalisé la démolition, ensuite elle cède un droit réel à une autre société qui va prendre en charge la construction du nouveau bâtiment. Et donc là, a priori, on ne rentrera pas dans les conditions. Toutefois, l'administration va accepter qu'on rentre dans les conditions si, d'une part, on peut montrer qu'il y a une unicité de projet, c'est-à-dire que la démolition est directement liée à la construction, ce qu'on va normalement pouvoir démontrer via le permis d'urbanisme, et d'autre part, si les deux sociétés sont liées au sens du Code des sociétés. Et donc, si vous êtes dans cette situation, il faudra examiner la structure en détail pour voir si elle peut effectivement bénéficier du taux réduit. Voyons maintenant encore quelques cas pratiques qui ont fait l'objet de clarifications de la part de l'administration. Premier cas, on a une société qui détient le terrain, qui va donner un droit réel à la société de promotion. La société de promotion se charge de la démolition et de la reconstruction. Dans ce cas, on va clairement tomber dans les conditions d'application du nouveau régime parce que le promoteur est en charge tant de la démolition que de la reconstruction. Un autre cas, la société qui détient le terrain se charge de la démolition et ensuite elle donne un droit réel au promoteur qui va se charger de la reconstruction. Dans ce cas-là, on va sortir des conditions d'application du régime parce que le promoteur n'est pas en charge à la fois de la démolition et de la reconstruction. Un sous-cas par rapport à celui-ci, c'est la situation où la société propriétaire du terrain ferait appel au promoteur pour les travaux de démolition, et dans ce cas-là, on va a priori tomber dans les conditions d'application du régime. Ceci pour vous montrer que dans les situations où on a une dissociation terrain et construction, et certainement lorsqu'on a une dissociation des travaux entre plusieurs entités, il faut être extrêmement prudent, voir si la structure envisagée tombe dans les exemples qui sont donnés par l'administration, et si on voit qu'on dévie un petit peu, éventuellement, il faudra demander une validation auprès de l'administration. Voilà, pour conclure, voyons comment aborder ce type de projet en pratique. Première chose à faire, c'est d'analyser la situation du projet par rapport aux conditions d'application. Et ça, c'est la responsabilité du promoteur. Donc, on doit d'abord regarder s'il s'agit bien d'un projet de démolition, reconstruction tel que visé par l'administration, et ensuite voir s'il y a des circonstances particulières, du type remembrement de parcelles ou scission entre société terrain et société qui va prendre en charge la construction du bâtiment, ou bien d'autres spécificités. Ensuite, il faudra regarder si les appartements respectent la condition de surface des 200 mètres carrés, et ainsi on va pouvoir valider si les conditions sont bien remplies dans le chef du projet et donc du promoteur en lui-même. Et on pourra déterminer s'il est nécessaire ou pas de valider certains points auprès de l'administration.
Une fois ces conditions validées, on va pouvoir passer à une phase de commercialisation. Et donc, il faudra informer correctement les acheteurs des possibilités d'application du taux réduit, ce qui leur permettra de valider dans leur chef les conditions d'application, c'est-à-dire utilisation comme habitation propre et unique pendant une certaine période anticipée. On devra aussi examiner si on envisage un pricing spécifique en fonction des taux de TVA ou si on souhaite plutôt utiliser cette mesure en vue de faciliter la commercialisation. Une fois les conditions validées par l'acheteur, on pourra rentrer un dossier auprès de l'administration, donc toutes les formalités à suivre pour l'application du taux réduit. Il ne faut évidemment pas oublier la phase contractuelle, c'est-à-dire qu'il faudra prévoir des mentions spécifiques dans les conventions de vente concernant l'application du taux réduit de TVA et aussi éventuellement prévoir des clauses spécifiques de responsabilité en vue d'éviter des litiges avec les acheteurs. Une fois toutes ces formalités remplies, on pourra passer à la phase de facturation et là il faudra regarder quelles sont les modalités prévues contractuellement en termes de facturation, d'acompte, afin de déterminer si on se trouve bien dans la période durant laquelle on va pouvoir facturer sous le régime du taux réduit. Et dans ce cadre-là, il sera utile d'établir un calendrier prévisionnel des travaux afin de pouvoir anticiper à quelle date on va pouvoir facturer les acheteurs, notamment lorsqu'on se trouve dans des situations de vente sur plan, étant donné que le délai des travaux n'est pas toujours une variable qu'on maîtrise totalement. Je vais vous dire un mot sur l'arrêt Midibel, un arrêt 2019 de la Cour de justice. Alors, Midibel est une société belge qui produit notamment des frites depuis plus de 30 ans. Donc c'est sympa, on a un arrêt de la Cour de justice qui est tout à fait lié à la Belgique, mais c'est pas son seul intérêt, et je vais vous expliquer pourquoi il peut aussi être très utile sur les opérations de sales and leaseback en matière immobilière. Voilà, examinons maintenant les conséquences TVA de cet arrêt Midibel. Lorsque je réalise une opération de sales and leaseback sur un bien immobilier, j'ai deux situations qui peuvent se présenter en matière de TVA. Première situation, mon bâtiment est neuf. Et dans ce cas-là, je vais pouvoir vendre le bâtiment sous le régime TVA et ensuite le reprendre en leasing aussi sous le régime TVA. Typiquement, contrat de leasing TVA visé par l'arrêté royal numéro 30. Dans cette situation, je n'ai pas de problème de déduction ou de révision TVA, étant donné que mes deux opérations sont soumises à TVA. Par contre, si mon immeuble ne qualifie plus comme immeuble neuf, dans ce cas-là, ma vente sera soumise au droit d'enregistrement et je devrai opérer une révision de la TVA en faveur de l'État. Et donc je vais avoir un coût qui est lié à mon opération. Il n'y a pas de solution simple pour éviter ce coût TVA. On peut imaginer de mettre en place une unité TVA, ce qui fonctionne très bien si je fais une opération de sales and leaseback intra-groupe, mais à partir du moment où je vais faire une opération de sales and leaseback avec un tiers comme une banque, je ne pourrai plus créer d'unité TVA. Voilà, donc on voit qu'il n'y a pas de solution simple pour éviter une révision de TVA, mais l'arrêt Midibel va nous apporter une solution. Alors quelle était la situation de Midibel? Situation assez classique, la société met en place une opération de sales and leaseback sur des anciens bâtiments avec plusieurs banques. Elle n'opère pas les révisions de TVA,
ce qui entraîne un litige avec l'administration qui se termine à la Cour de justice européenne. Et c'est là que la Cour va prendre une approche qui est tout à fait innovante, parce qu'elle ne va pas regarder les différents contrats, d'une part une amphithéose soumise au droit d'enregistrement et d'autre part un contrat de leasing exempté de TVA, ce qui aurait normalement dû entraîner une révision de la TVA suivant la pratique belge classique, mais la Cour de justice va regarder une approche beaucoup plus économique. Elle va regarder ce qui se passe dans la situation de la société, et elle conclut que la société a toujours conservé l'utilisation, la jouissance des bâtiments pour réaliser ces activités soumises à TVA, et que le but pour la société était plutôt de réaliser une opération de financement et non pas une opération de vente d'immeubles. Suite à ceci, la Cour conclut que la société ne doit pas opérer de révision et donc de correction de la déduction TVA en faveur de l'État, dans la mesure où la société utilise de façon continue les bâtiments pour des opérations soumises à la TVA. Donc il s'agit ici d'une approche tout à fait contraire à la pratique habituelle, et ce jugement pose de très nombreuses questions sur le plan technique. Est-ce qu'on peut appliquer les mêmes principes sur des bâtiments neufs, sur des biens mobiliers? Comment faut-il traiter l'opération dans le chef de la banque, comme une simple opération de financement exemptée de TVA? Pour l'instant, on n'a pas de réponse tout à fait claire à ces questions, mais ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, on peut appliquer l'arrêt Midibel et ses principes. En effet, l'administration belge accepte d'appliquer cet arrêt dans des circonstances analogues. Et donc ce que vous devez retenir, c'est que si vous êtes dans la situation de réaliser une opération de sales and leaseback qui entraîne une révision de TVA, vous devez examiner si vous pouvez appliquer les principes de l'arrêt Midibel et éventuellement faire valider la structure par l'administration en vue de pouvoir l'appliquer effectivement. Voilà, donc nous avons vu que l'arrêt Midibel peut avoir des implications positives et immédiates sur des structures de sales and leaseback. Maintenant, pour terminer, je vais brièvement vous parler de l'arrêt Schugert, un arrêt très récent qui concerne des modalités de révision de la TVA dans certaines situations particulières. Mais d'abord, regardons le contexte belge. Lors de la mise en œuvre de la nouvelle législation sur la location optionnelle avec TVA, on a prévu une disposition spécifique qui permet d'éviter une révision de TVA lorsque un bâtiment est vendu sous le régime des droits d'enregistrement, bâtiment qui est loué avec option pour l'application de la TVA à un locataire, et que ce bail continue après la vente. Donc il y a une forme de continuité, et cette disposition permet de mitiger les conséquences négatives des révisions en cas de vente, surtout, comme on l'a vu, que nous sommes dans ce cas-là sur une période de 25 ans. Et donc, si cette disposition s'applique, c'est l'acheteur, le nouveau propriétaire, qui va reprendre les obligations en matière de révision TVA, sur base des données qui lui sont transmises par le vendeur. Malheureusement, cette approche semble être remise en cause par l'arrêt Schugert. En effet, la Cour de justice, suite à une analyse très technique, conclut que l'acheteur d'un bâtiment qui n'a pas lui-même supporté certains coûts de construction, rénovation, etc., ne peut pas être
tenus d'opérer des révisions de TVA et que ces révisions doivent, dans tous les cas, être opérées par le propriétaire initial qui a déduit la TVA initialement. Alors, ce raisonnement est probablement techniquement correct. Le problème, c'est que, en pratique, il va être très difficile à mettre en œuvre. En effet, comment peut-on imaginer que une personne qui vend un bâtiment soit tenue par la suite pendant un certain nombre d'années, qui pourrait aller jusqu'à 25 ans, d'opérer des révisions de TVA en fonction de l'utilisation du bâtiment qui est faite par la personne à qui ce bâtiment a été vendu. Concrètement, je ne vois pas trop comment on pourrait mettre ça en place, et donc attendons de voir ce que l'administration belge va proposer pour se conformer à cet arrêt et en même temps pour permettre une solution qui soit pratique et opérationnelle. Une affaire à suivre. Dans cette vidéo, nous avons abordé des sujets clés de façon la plus pratique possible sur la TVA immobilière. On le voit, la matière est très complexe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous remercie et à bientôt.